importante en nombre que je peux prendre pour arriver à faire fonctionner tout ça. Donc très rapidement, on va arriver sur le débat des normes et des standards. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que je crois qu'on a prévu d'en parler tout à l'heure de manière plus approfondie. Voilà. C'est évidemment une des voies. C'est probablement la voie sur laquelle, si on arrive tous à se mettre d'accord en même temps sur la manière d'échanger tout ça, ça va effectivement nous permettre d'avancer tous en parallèle. Il y a d'autres moments où on a besoin de faire en sorte d'avoir une approche qui soit pragmatique parce que les standards, les normes n'ont pas encore forcément prévu ce cas-là. J'insiste sur forcément. Si ça a été prévu par des standards et des normes, autant essayer de s'y raccrocher bien évidemment et de trouver donc derrière ces aspects-là un fonctionnement commun. Mais il y a des moments où il faut se retrousser les manches parce qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne parce que ça coûte de l'argent aux sociétés, aux clients en particulier. Ça coûte de l'argent éventuellement aux intégrateurs qui ont pris des risques par rapport à la manière dont ils sont engagés vis-à-vis de leurs clients. Et il faut que ça fonctionne. Donc là, je dirais que tous les moyens sont bons, à condition qu'évidemment, ça corresponde à satisfaire le court terme que je suis en train de sous-entendre, mais qu'il y ait une pérennité. Et donc, plus on va tendre derrière vers des standards et des normes, mieux c'est. Je répète, mieux c'est. C'est pas toujours possible à l'instant T. Merci. Donc moi je suis assembleur de ces différentes briques et donc l'interopérabilité j'en ai besoin par les données, j'en ai besoin par les traitements et souvent et très souvent on s'appuie sur les normes et les standards. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire fonctionner nos applications sur le choix du client parce que aujourd'hui en plus il a le choix le client. On prend les portails, il a le choix entre Exo, entre Alfresco, Nuxeo. Mais je vais pouvoir faire fonctionner par rapport à son choix initial les applications que je vais mettre en place. Et c'est grâce à ces normes et ces standards que ça va pouvoir se faire. Ça, c'est le point, je pense, le plus important. C'est le respect des normes et des standards et s'appuyer sur ces normes et ces standards. La deuxième chose, c'est qu'on a une diversité dans les composants de l'informatique open source qui doit être des bases de l'architecture d'un futur composant, d'une future solution. Là, je représente un petit peu Jasper. Jasper a fait le choix de l'architecture Spring, et donc ça permet de s'intégrer dans toute application qui respecte cette architecture. Donc ça, c'est une autre façon aussi de respecter les normes et les standards, c'est de partir sur des composants qui les respectent eux-mêmes, et qui sont des outils les plus ouverts possibles. Je fais partie du groupe Interop. C'est un groupe qui rassemble des gens de plein d'associations différentes, y compris du W3C, et sur lequel nous avons recherché quelle était la bonne définition d'interopérabilité. Et ce n'a pas été facile. J'avais lancé l'affaire en 2006 et nous sommes parvenus à avoir une définition correcte en 2009. Puis d'abord en français, puis en anglais. Ça n'a pas été très simple parce qu'on a discuté sur chaque mot. Est-ce que chaque mot est important? Est-ce que chaque mot est assez précis? Est-ce que la couverture de l'interopérabilité est assez générale? Et ce travail a duré assez longtemps. Ensuite, on a trouvé d'abord une définition triviale, que vous avez là, mais qui ne nous a pas franchement satisfait parce qu'elle n'était pas suffisante. Et il y a un schéma qui est apparu ensuite, qui nous a paru vraiment évident. C'est il fallait différencier le mot compatibilité du mot interopérabilité. Alors compatible, ça veut dire compatible de 2 à 2, deux produits fonctionnent ensemble parce qu'on peut les brancher, ça marche. Alors ensuite, il y a aussi le standard de fait. Alors le standard de fait, c'est ce que l'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, essentiellement avec les logiciels propriétaires, où vous avez un acteur qui domine et qui impose ses règles aux autres et qui change la règle du jeu en cours de route. Alors changer la règle du jeu en cours de partie, c'est pas très fair-play, mais d'un point de vue économique, ça marche bien pour celui qui joue à ça. Le seul problème, c'est que les clients ne sont pas du tout contents et ils veulent quelque chose de mieux. Alors le côté idéal, c'est le troisième volet, c'est le côté interopérabilité, c'est-à-dire qu'on a une norme commune à tout le monde et tout le monde peut partager la même norme et peut communiquer entre eux d'une façon indépendante. Un exemple, il y a des exemples réussis, des exemples qui ne le sont pas, c'est ce que nous allons voir. Alors, la première définition que nous avons trouvée, c'est celle-ci. L'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. Ça veut dire que là, on a un produit, on peut s'en servir librement sans implication d'autres produits. Si on revient au schéma de tout à l'heure,
de l'acteur dominant qui impose la règle du jeu en cours de route, eh bien, c'est la vente liée. Avec cette définition, la vente liée devient impossible. C'est vraiment une définition qui nous a demandé beaucoup de travail. Alors, cette définition fait apparaître le mot interface, et le mot l'interopérabilité, c'est la connaissance des interfaces. Un exemple réussi, c'est le téléphone. Le téléphone, vous avez l'ITUT qui est à Genève, qui définit les normes du téléphone, et tout le monde peut téléphoner d'un bout à l'autre du monde, quel que soit le téléphone, que ce soit un téléphone récent ou pas. Un exemple d'interopérabilité ratée, ce sont les messageries instantanées. Les messageries instantanées, il faut avoir la même de l'autre côté. Alors, un autre problème aussi, ce sont les interfaces inconnues. Lorsque vous avez un produit, comme une carte vidéo, il y a une interface physique qui est définie. Vous connaissez le brochage, vous savez que c'est un connecteur PCI Express, d'accord? Par contre, vous ne savez pas comment la piloter. À ce niveau-là, le pilotage de cette carte est donné au travers d'un pilote qui lui-même est lié à un système d'exploitation de données, quel qu'il soit d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous avez une vente liée. Vous ne pouvez utiliser ce truc-là que si vous avez le pilote qui va bien, avec le matériel qui va bien, qui vous impose aussi le matériel. Imaginez quelqu'un qui veuille fonctionner avec un ARM et un système BSD, eh bien il est coincé dans la plupart des cas. Alors, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur le fait de domino, c'est-à-dire qu'on a un système qui change, et puis ça fait changer l'autre, ça fait changer l'autre, et ainsi de suite. J'ai retrouvé comme ça à EADS, quelqu'un qui avait trouvé le logiciel de ses rêves, il l'a commandé. Quand on a voulu l'installer, il fallait changer son ordinateur. Mais changer l'ordinateur imposait aussi de changer la messagerie, non pas classienne, mais la messagerie de l'établissement. Ce qui imposait aussi de changer les 1000 autres PC de l'établissement. Vous voyez, le système s'est répercuté très loin. Donc, le problème, c'est de ne pas avoir de client captif. Alors, comment définir une interface? Une interface, autrefois, c'était simple. On l'écrivait avec un burin ou sur du papier et on pouvait lire. Et puis ensuite, on a eu des matériels de plus en plus compliqués. C'était plus que le manche de pioche. C'était des matériels de plus en plus complexes qu'il a fallu des modes d'emploi pour s'en servir et des notices, des spécifications techniques pour pouvoir les assembler. Le problème, c'est que quand est arrivé l'informatique, tout s'est compliqué. Parce qu'on a mis du logiciel. Et vous voyez qu'ici, il y a 7 types de relations. Et vous avez des modes d'emploi qui apparaissent, des IHM, des interfaces homme-machine, des formats de données, qui sont très importants, bien sûr, et une 8e interface qui est l'interface entre humains. Mais ça, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Donc, toutes ces interfaces doivent être définies si on veut que le système fonctionne. Si l'une n'est pas définie, le système peut ne pas fonctionner du tout. Alors, comment définir une interface? Il faut le définir au niveau physique, au niveau alphabétique, quel jeu de caractères on va utiliser, par exemple, lexical, quels sont les mots qu'on va utiliser, grammatical et organisationnel. Je prends l'exemple simple d'une facture. On envoie une facture par le web, c'est le niveau physique, c'est codé en UTF-8, il y a dessus un destinataire, un expéditeur, des articles, un ou plusieurs articles, au moins un total, une somme à payer, voilà. Ça, c'est un format grammatical qui vous dit comment on doit réaliser les termes. Et ensuite, vous avez le côté organisationnel, je reçois la facture, qu'est-ce que je dois en faire? Alors, ce schéma est valable dans tous les cas, quelle que soit l'interface, il peut y avoir des niveaux qui sont vides, mais si on raisonne avec ce schéma, à tous les coups, on gagne. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une boîte noire, j'ai le droit d'avoir une boîte noire, j'en suis tout à fait d'accord, mais cette boîte noire, on doit connaître ses interfaces. Un exemple, les calculateurs des automobiles, c'est une boîte noire, on n'en connaît pas les interfaces, donc le jour où ça tombera en panne, dans 50 ans, ma voiture de collection, elle sera fichue. Parce qu'on ne saura plus reconstruire l'intérieur de la boîte, même si on avait les schémas. Donc, si je connais les interfaces, on serait capable de faire une boîte équivalente. Alors, pourquoi définir une interface? Eh bien, l'interface, c'est une étanchéité, une zone d'étanchéité entre une zone où on fait des modifications et une zone où on n'en fait pas. Ce qui évite la cascade de dominos, la chute de dominos. Donc, les interfaces, on s'aperçoit qu'elles restent très stables dans le temps et que ça permet d'isoler les modifications dans des domaines précis et éviter qu'elles se répercutent dans d'autres. Alors, si on prend un exemple d'un système informatique complexe dans une entreprise ou une administration, on s'aperçoit qu'on a plusieurs secteurs qui ont des systèmes informatiques qui vont converser entre eux. Donc, il y a une charge fondamentale du directeur du système d'information, c'est la prise en charge de ces interfaces. Et ainsi, si on veut changer, par exemple, une interface, par exemple l'interface I3, c'est-à-dire celle qui est entre C et B, il va falloir que le directeur de l'information
vérifie qu'en changeant